peu le dispositif et nous accueillons notre prochain invité, Monsieur Jassin. Alors, il est toujours intéressant, lorsqu'on explore un sujet, d'interroger ceux qui s'y sont plongés récemment, fort d'autres expériences et avec un vécu autre. Ils ont à la fois le recul, la fraîcheur et la connaissance nécessaire pour apporter un éclairage singulier. Et Monsieur Massin, donc Jean-Michel, était la personne tout indiquée. Vous avez découvert la filière laitière et le métier d'éleveur en arrivant à la coopérative, ici, il y a 2 ans, comme manager de transition. On en parlait ce matin. Et vous êtes resté, si j'ose dire. Je ne sais pas si vous allez rester longtemps, mais en tout cas, vous êtes resté un petit peu plus longtemps que votre mandat. Vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint de l'ULM. Vous êtes économiste de formation. Vous avez travaillé auparavant chez Bouygues. Vous avez parcouru le monde et vous avez monté votre boîte de conseil, la CGE. Tout à fait. Alors, vous êtes tombé dans le grand chaudron du lait un peu par hasard, et ce fut pour vous, me disiez-vous, ça a été pour vous une vraie découverte. Oui, tout à fait, totalement par hasard, parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'une mission de transition. C'est donc au sein de ma boîte que j'ai développé à partir de 2004, en structuration et restructuration. Donc, on a voyagé pas mal, on a une certaine expérience sur différents secteurs d'activité, différentes régions dans le monde. La France, évidemment, l'Europe, mais pas que, puisqu'on s'est déplacé aussi sur l'Amérique du Sud et puis le territoire MENA. Et dans ce cadre-là, à travers des relations professionnelles, on m'a proposé une mission à l'ULM, dans le lait. Et oui, je découvrais complètement ça. C'est pour moi tout à fait nouveau, quoi. J'avais absolument aucune idée du secteur laitier, sauf 2-3 expériences personnelles, parce que par intérêt sur l'évolution des quotas, sur l'évolution du bio, et puis des souvenirs d'enfance, quoi. Voilà, là où on allait chercher le lait à la ferme avec mon frère et les amis pour se tirer la bourre pour l'après-midi en vélo, ou la ferme de mon oncle qui avait développé de l'élevage de veaux. Mais ça s'arrêtait là. Alors, vous avez fait votre boulot de manager de transition, vous avez remis un certain nombre de choses d'équerre, vous avez réorganisé, restructuré, et normalement, le travail d'un manager de transition s'arrête là, et vous avez choisi de rester un peu, en tout cas. Pourquoi ? Alors, en fait, oui, c'est un peu ça, décrit rapidement, mais c'est vrai que bon, il y avait donc une mission qui se terminait, et les différents acteurs principaux de l'ULM ont détecté peut-être certains besoins de continuité de cette mission-là, un peu plus, disons, élargie. Et donc, on m'a proposé une mission de direction générale adjointe sur la partie flux, pour justement restructurer tout ce qu'il y a aujourd'hui à mettre en place et qui concerne directement, évidemment, le prix du lait et puis les flux aussi bien amont avec la partie de nos producteurs et puis les flux aval avec la partie de nos clients, évidemment. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce secteur d'activité par rapport aux précédents dans lesquels vous avez pu travailler ? Est-ce que c'est sa modernité, le respect des traditions, les technologies, l'engagement des éleveurs ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Alors, il y a un peu de tout, comme toujours, mais c'est vrai qu'il y a des aspects qui moi, n'avaient même pas effleuré. Et entre autres, au niveau si on parle de la partie amont, donc de la partie exploitation, moi j'étais à des kilomètres de penser que ces exploitations-là aujourd'hui étaient des véritables entreprises qui n'ont absolument rien envié à tous les autres secteurs d'activité que vous pouvez rencontrer. Ce sont des entreprises qui sont vraiment pointues technologiquement, dans lesquelles, alors j'ai pris des notes parce que il y a des fois tellement de compétences, mais on y parle d'économie, finance, marché financier, chimie, génétique, médecine vétérinaire, mécanique, construction, météorologie, rendement, qualité, sanitation. J'arrête parce que là, il y en a encore toute une kyrielle. Et donc, en fait, on a vraiment aujourd'hui affaire à de véritables chefs d'entreprise, des patrons et des patronnes, qui aujourd'hui ont même des engagements financiers qui sont bien souvent supérieurs à l'engagement financier d'un patron PME d'autres branches. Et je trouve ça absolument faramineux qu'ils soient capables de développer des activités avec ces responsabilités-là, sans compter ceux qui ont des mandats publics ou voire sociaux sur d'autres sujets. Donc moi, ça m'a vraiment impacté. C'est quelque chose qui m'attire de travailler avec des gens comme ça, qui ont envie
développer, de continuer malgré, comme tous les métiers, il y a des problèmes, il y a des jours avec et des jours sans, mais malgré tout, il faut y aller, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement attiré. Ensuite, c'est vrai que j'ai découvert toute la transformation du lait. Alors pour moi, le lait, c'était un peu comme, je crois, que tous les gens qui ne sont pas spécialistes du sujet. Globalement, c'était du lait entier, du lait écrémé, de la crème. Bon, ça s'arrêtait là, ma connaissance du secteur laitier, globalement. Après, quand j'ai vu comment ça se passait, au début, je ne comprenais même pas les mots dont on me parlait, tellement c'était technique. Donc de nouveau, à chaque fois, comme dans tout métier, quand vous rentrez dans la profondeur des sujets, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de technicité, d'expertise, de compétences. Et puis ensuite aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les relations entre toute la partie, disons, filière agroalimentaire, avec la production en aval, la transformation, et puis aussi derrière toute la partie des entreprises et des sociétés, des grands groupes agroalimentaires, où normalement on devrait avoir des intérêts tous communs, et des fois on se rend compte qu'il n'y a pas forcément cet intérêt-là, et c'est normal, ils peuvent être divergents, des points de convergence qui des fois sont difficiles à obtenir, et tout ça bien sûr affecte le prix du lait. Et le prix du lait, c'est quand même fondamental. Alors, c'est pas tout, évidemment, et je crois que tout le monde en a parlé largement ici, mais c'est quelque chose qui est quand même très très important, puisque sans oxygène, on ne respire pas, donc dans les sociétés, sans argent, on ne vit pas. Alors, Monsieur Debesse nous disait tout à l'heure qu'il y a 2 ans, il aurait été inconcevable de faire un débat sans parler du bio. Aujourd'hui, il est inconcevable de faire un débat sans parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, demain, pourra rendre des services aux producteurs de lait ? Est-ce qu'il y a des applications auxquelles vous avez déjà songé ? Alors, par rapport directement à ce qu'utilisent les producteurs, je n'aurais pas la prétention, la capacité de parler de ça. Mais oui, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on l'utilise déjà et on est en train de la mettre en place à l'ULM avec toute la restructuration informatique sur laquelle on travaille. On a voté maintenant en juillet 2002 un plan de restructuration informatique sur 5 ans, un schéma directeur. Et le centre de ce schéma directeur, c'est évidemment la business intelligence. Pourquoi ? Parce que ça permet de traiter des données à une vitesse fantastique, à laquelle on ne pouvait même pas rêver il y a à peine une dizaine d'années. Alors le big data, c'est très bien, tout le monde en parlait. On a des applications dans tous les sens, et le problème, c'est de faire parler ces applications entre elles. Et donc, évidemment, la business intelligence résout beaucoup de nos problèmes. Et on a des temps de traitement qui sont aujourd'hui fantastiques. Alors, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, déjà, les agriculteurs m'ont stupéfait avec l'utilisation qu'ils en font de l'informatique. Quand on voit que sur leur téléphone, ils ont quasiment tous les paramètres de gestion de leur exploitation, quand on voit qu'il y a des tracteurs qui sont pilotés par GPS en automatique, vous dites que le développement est infini. Et oui, c'est certain. Alors lesquels, je suis incapable de vous en parler. Alors la grande inquiétude, c'est un peu le fil rouge de nos travaux, c'est l'arrêt des installations, le renouvellement des exploitants, les RH, la main-d'œuvre. Quel remède est-ce qu'on peut apporter à ces difficultés qui sont structurelles, qui sont importantes, qui ne concernent pas d'ailleurs que la Meuse, on l'a vu ce matin avec M. Lebar. En fait, il n'y a rien de particulier qu'on ne retrouve pas dans d'autres secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité ont leurs problèmes, aussi bien sur la partie structurelle que sur la partie communication, que sur la partie recrutement, que sur la partie développement, produits, débouchés, etc. Alors, avant de parler de ça, je crois que tout le monde en a parlé tout à l'heure, toutes les personnes qui sont passées, et c'est un vaste sujet, et en plus le renouvellement, bien entendu, le recrutement, c'est fondamental, parce que sinon il n'y aura pas de pérennité ni de durabilité. Mais il y a quand même un point qui est quand même, que je trouve assez particulier à l'industrie du lait, c'est qu'il y a quand même un avantage fantastique à cette industrie, c'est que tous les jours, vous avez un produit que des millions de gens attendent. Et les débouchés sont là. Et ça, quand vous avez un projet, en général, le produit et les débouchés, c'est vraiment l'essentiel de savoir si votre bébé... Il y a un marché, votre et ça dure depuis 2000 ans. Oui. Et ça, vous l'avez tous les jours. Quoi qu'il arrive, tous les jours, les vaches font du lait. Alors, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Il y a les exploitants, il y a les exploitations. C'est dur, c'est compliqué, etc. Mais c'est vrai que c'est un métier qui demande énormément de sacrifices en présence, puisqu'on voit très bien que, évidemment, les vaches, il faut s'en occuper tous les jours. Mais c'est aussi le revers de la médaille de ce côté
d'avoir cet avantage qu'on n'a pas forcément dans beaucoup d'autres activités. Et on parle de l'or blanc, et c'est vrai. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à valoriser et qui doit être vendu comme un pôle d'attractivité pour tous les jeunes qui sont là aujourd'hui et qui veulent s'installer. Un jour, je pense que c'est quelque chose à mettre en valeur et de bien communiquer. Parce que bien souvent, on se rend compte que moi, franchement, le lait, je m'en suis occupé quand je suis venu ici, mais j'avais regardé un petit peu avant les quotas laitiers, le bio, etc. Ok, mais pas beaucoup de plus que ça. Et en fait, et même quand vous voyez par exemple la présence du lait par rapport à la communication sur les céréales ou sur la viande, qui sont aussi des briques importantes de l'agroalimentaire, le lait ne revient pas souvent, et en plus, il est plus aussi des fois avec des connotations qui ne sont pas forcément à son avantage, alors que c'est tout à fait dommageable et que la filière ne le mérite absolument pas. Donc je pense que oui, il faut parler du recrutement, mais pas que, il faut parler de la communication, il faut se rendre attractif et montrer aux gens qu'en fait, ici, il y a vraiment des opportunités de créer quelque chose de différent, d'exploitation avec des projets de vie qui concilient la vie familiale et la vie professionnelle, avec d'autres avantages, d'autres inconvénients que d'autres métiers, mais ni plus ni moins. Et je pense en plus que tout le monde aujourd'hui en est pleinement conscient. Et ça doit être vraiment un facteur qui doit être mis en avant pour vraiment créer de l'attractivité et que les gens viennent reprendre le flambeau. Alors le secteur a ses forces, vous les avez largement évoquées, il a aussi ses faiblesses, et parmi les faiblesses, je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant, il y a l'image. Un problème d'image qui touche peut-être l'agriculture, mais aussi les métiers manuels, enfin beaucoup d'autres métiers. Et pour évoquer ce problème d'image, vous utilisez une parabole, la parabole du motocross. Alors, qu'est-ce que c'est cette parabole du motocross ? Il y a quelques-uns qui vont rigoler dans la salle. Alors, en plus, le motocross, je ne sais pas si tout le monde sait exactement quel est ce sport-là. Mais en fait, c'est vrai, et ça m'a choqué parce que je pratique ce sport-là maintenant depuis 40 ans. Et quand j'ai commencé la compétition, en fait, le motocross à l'époque, c'était globalement une image de fous furieux qui roulaient comme des sans-foules à mort sur des pistes plus ou moins adaptées, avec des sauts, des trous dans tous les sens, bref, de la poussière, de la boue. Au niveau installation, c'était carrément, il n'y en avait pas. Le public s'asseyait quand il pouvait, là où il voulait. Globalement, côté glamour, peut mieux faire, quoi. Donc évidemment, dans ces conditions-là, ni médias, ni sponsors, ni rien du tout. C'était à la va que je te pousse, comme on pouvait, globalement. Et quand vous étiez au championnat du monde, à ce moment-là, quand vous voyez à l'époque les parcs fermés des Formule 1 ou de la moto de vitesse, nous, nos parcs fermés, ça ressemblait beaucoup plus à un camping au mois d'août sur la côte qu'à un événement international au plus haut niveau. Et donc évidemment, dans ces cas-là, tout ce qui était flux financier, sponsors, etc., ça ne marchait pas. Alors je la fais courte, mais 40 ans plus tard, 45 ans, peu importe, quand vous voyez la photo d'un parc fermé Formule 1 moto vitesse, ça n'a plus rien à envier à un parc fermé du championnat du monde de motocross, d'un Grand Prix de motocross. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, pour lutter contre l'apogée de la Formule 1 à l'époque, mais c'est tous les grands sports, tennis, golf, basket, alors je ne parle même pas du foot parce que c'est hors norme, moto de vitesse, il fallait quand même se remettre en question. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, les pilotes qui, eux, avaient envie de vivre de leur passion, avaient envie de ce sport. J'ai entendu tout à l'heure parler quelqu'un qui disait que c'est très bien d'être passionné de son métier, passionné de ce qu'on fait tous les jours, mais que si finalement, à la fin de la journée, on n'a pas suffisamment rentré d'argent et qu'on n'y arrive pas, c'est bien la passion, mais on ne peut pas travailler toute sa vie. C'était un peu la même chose. Donc, à l'initiative des pilotes, ils ont réussi, alors ça ne s'est pas fait tout seul et du jour au lendemain, à aligner tous les acteurs de la chaîne de valeur qui pouvaient être pris en considération à cette époque-là, et pour vraiment développer et redorer cette image globalement de fous furieux qui sautent dans les champs, quoi. Voilà, c'était un peu l'image qu'on avait. Il n'y avait pas besoin de technique, il suffisait d'accélérer, puis voilà, ça marchait. Alors donc, ils ont réussi à aligner les intérêts des usines, principalement, des manufacturiers, mais pas seulement, aussi des fédérations, des sponsors, des enceintes, parce que c'est pas le tout de faire n'importe où, n'importe quoi, des compagnies d'assurance, enfin tous les acteurs nécessaires. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier ? On a vu la création des écoles de pilotage, mais pas seulement, mais aussi de techniciens et d'ingénieurs, puisque comme tout sport, comme toute activité, vous avez besoin de spécialistes
pour la partie mécanique. Vous avez la même chose sur la partie médicale et paramédicale, puisque comme tous les sports, quand vous rentrez en profondeur dans le sujet, il faut s'occuper qu'on s'appelle des blessures ou des développements particuliers aux anatomies du sport. On a fait la même chose avec la logistique. C'est pas la même chose de mettre un fourgon, 2 personnes, une moto, et puis la mettre dans un avion, alors que quand vous devez déplacer 6 remorques, 20 personnes, et tout ce qui va avec, là vous allez avoir des logisticiens. Et surtout, ils ont travaillé sur un aspect qui était fondamental à l'époque, qui était la communication. Et il n'y en avait pas. Et donc aujourd'hui, vous n'avez pas un seul team, vous n'avez pas une seule usine, vous n'avez pas une seule fédération, vous n'avez pas un seul club qui n'a pas un pôle communication très puissant. Et ils sont tous alignés pour communiquer sur ce sport. Alors bien sûr, ils ont travaillé sur la mise en condition, sur la restructuration des circuits, sur des visibilités différentes, etc. Et ils ont porté systématiquement ce sport en avant. Et aujourd'hui, vous avez, alors c'est vrai, pas sur des canaux toujours principaux, mais vous avez les retransmissions de tous les championnats internationaux dans le monde entier. Vous les voyez quand vous voulez, où vous voulez. Alors c'est pas évidemment le foot, c'est pas d'autres sports. Tous les acteurs, qu'ils soient, sont salariés et professionnels et gagnent très bien leur vie. Et tout ça a permis justement d'en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Alors, heureusement, quand on fait le parallèle avec l'exploitation agricole et la filière laitière, heureusement, on n'en est pas là aujourd'hui. La filière laitière a bien évolué, au contraire, et on est beaucoup plus près que ça. Mais il reste encore, à mon avis, quelque chose d'important sur la communication, c'est de rendre cette image attractive et montrer qu'on est capable de faire quelque chose et que les jeunes disent c'est là que je veux aller, c'est là que je veux aller travailler, là ça me branche, là j'ai vraiment envie d'y aller et qu'ils se sentent vraiment attirés par ça. Et il faut, comme tout dans la vie, je pense, si on veut attirer, il faut d'abord s'aimer et en même temps savoir être conscient de ses valeurs, de ses atouts. Alors justement, vous dites avec un tout petit peu de provocation, mais aussi beaucoup de tendresse, le plus grand adversaire du producteur, finalement, c'est lui-même. Un petit peu, mais c'est toujours la même chose. En fait, c'est nous-mêmes parce que oui, on est toujours notre principal ennemi. Hein, voilà, c'est pas nouveau. Il y a des tas de philosophes, coachs, etc., qui ont développé ça. Je ne suis pas le premier à en parler, loin de là. Et tout le monde le sait. Et c'est quand vous entendez le même message systématiquement, les enfants dans la famille, dans l'environnement, etc., c'est dur, etc. Oui, c'est dur. Il n'y a pas de doute que c'est très dur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas aussi de compensation. Tout à l'heure, on en parlait. J'entendais des gens qui parlaient de la patrimonialisation. C'est un secteur qui patrimonialise énormément. Alors peut-être que les revenus ne sont pas loin de là à ce qu'on pourrait encore en attendre, mais il y a d'autres avantages. Et tout n'est pas négatif. Bon, loin de là, au contraire. Et les problèmes, vous en aurez partout dans tous les métiers. Je vous dis, on a travaillé sur je ne sais plus combien de pays maintenant, une douzaine ou une quinzaine, on doit avoir 60 interventions. Globalement, quand vous rencontrez les gens, c'est leur problème. Et d'un seul coup, quand ils s'ouvrent et ils comprennent qu'en fait, c'est d'abord savoir transmettre nos valeurs et nos atouts, que là, les gens viendront nous voir, ça change tout. Et quand nous nous sommes parlé pour préparer cet échange, vous aviez conclu en me disant, si j'avais 25 ans aujourd'hui, c'est sûr, je serais agriculteur, je serais sans doute producteur de lait. Si c'était à refaire, oui, je ferais ça. Je pense vraiment que c'est quelque chose. Alors évidemment, avec en plus le sport que je pratique, évidemment, ça serait tout bénéf pour le faire, évidemment. Et oui, c'est quelque chose qui m'attire parce que je vous répète tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai rarement vu un métier qui nécessite d'autant de compétences et de compétences expertes. Enfin, quand vous parlez avec n'importe quel éleveur, il vous parle d'un EBE. Moi, je mets au défi aujourd'hui d'en parler avec des gens. La plupart des gens, de leur poser la question sur un EBE, ils ne seront pas capables de vous décrire ce qu'est un EBE. Et eux, ils manient ça sans aucun problème. Vous leur parlez génétique, ils savent de quoi ils parlent. Ils parlent de marché financier, de cotation. Moi, au début, j'étais perdu. Quand ils me parlaient des cotations, de l'azote, je savais de quoi ils me parlent. Le lait qui monte, qui descend, le prix du beurre, je ne sais même pas de quoi ils me parlaient. Alors bon, après, on apprend. Ces compétences-là sont nécessaires. Ce sont des bâtisseurs. Quand ils font leur bâtiment, ils ont besoin de savoir de compétences en construction. Donc oui, c'est des métiers très, très intéressants. Alors je ne sais pas si je l'aurais fait, parce qu'après, la vie est comme elle est. Mais c'est vrai que ça aurait été une option, en tout cas avec les facilités qu'on a aujourd'hui, alors même s'il y a encore plein de choses, mais la technologie, l'informatique, la mécanisation, l'automatisation,
oui, c'est quelque chose qui certainement m'aurait fait réfléchir, d'autant plus avec mes racines en partie familiales qui viennent de l'agriculture. Merci beaucoup, Monsieur Jassin. Je crois qu'on peut vous applaudir pour ce discours rafraîchissant et ce regard effectivement un peu décalé, enfin un peu décalé, oui. Pas de côté, mais voilà, on en a appris beaucoup sur le motocross aussi. Ah, voilà, un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonsoir. Alors, l'élevage exerce.